Bonjour, bienvenue sur Money Mindset, le podcast Comment briser tes barrières financières pour construire un avenir serein. Comment briser tes barrières financières? En fait, on se rend compte que les individus, très souvent, ils ont des barrières financières. Euh, c'est ce on parle de plafond de verre. Donc, comment briser tes barrières financières pour construire un avenir serein? C'est comment briser ton plafond de verre, tout simplement. Comment prendre conscience de son plafond de verre? Quelles sont les actions à mettre en place pour le briser? Comment prendre conscience que l'on a brisé un plafond de verre? C'est les épisodes et les choses que l'on va voir aujourd'hui. Déjà, c'est important de partir sur les études. C'est important de comprendre que les études ont montré que la majorité des êtres humains ont des plafonds de verre, mais ils n'en sont pas conscients. Un plafond de verre, c'est quand on se dit inconsciemment que l'on n'aura jamais plus de 10 000 euros de revenus par mois. C'est quand on se dit que, par exemple, on ne sera jamais le PDG de la boîte dans laquelle on a été embauché, par exemple. Qu'est-ce qu'un plafond de verre? La définition d'un plafond de verre, c'est une définition qui a pris ses origines dans la sphère professionnelle. Quand on se base sur les origines de l'expression plafond de verre, ça a été théorisé par des études américaines qui ont été réalisées dans les années 70. Elles désignent l'ensemble des freins, peu ou pas visibles, qui empêchent les femmes d'avoir accès aux plus hautes fonctions dans l'entreprise. Donc, en fait, on remarque bien que cette définition, à l'origine, est professionnelle. Plus globalement, on comprend que le plafond de verre est une limite invisible que l'on n'arrive pas à franchir. Et on retrouve ce mécanisme dans différentes sphères professionnelles. C'est lorsque l'on n'arrive pas à monter plus haut dans la hiérarchie, par exemple. Ou alors que quand, sur la sphère amoureuse, on n'arrive jamais à aller plus loin dans certaines relations. Ça peut être vivre à deux ou même trouver un partenaire avec lequel faire des enfants. Pour l'aspect financier, j'ai identifié 3 types de plafond de verre. On a un plafond de verre concernant le revenu, un plafond de verre concernant le patrimoine et on a un plafond de verre concernant la réussite. C'est vraiment les 3 plafonds de verre que moi j'ai identifiés. Si on part sur le plafond de verre concernant les revenus, au niveau des revenus, inconsciemment, pour beaucoup de personnes, il y a une limite de revenus dans laquelle on ne s'autorise pas, que l'on ne s'autorise pas à dépasser. Je vais te montrer par exemple un plafond de verre sur les revenus. Quand tu fais le recul sur tes finances et tes comportements, tu remarqueras que si par exemple on te propose une promotion, tu vas dire non. C'est dans ta tête, tu as une forme de revenu que tu as, dans laquelle tu as une forme de confort. Et quand on te propose plus, tu peux avoir peur et dire non. Tu as aussi un plafond de verre sur le plan des revenus. Quand on te propose une promotion, tu dis oui. Parce que ça se manifeste pas toujours comme ça. Tu peux dire oui, j'accepte. Et en fait, quand tu es sur le poste, ça se passe pas bien. Ça se passe mal en fait. Tu fais pas bien le travail, tu as le syndrome de l'imposteur, tu t'auto-sabotes en fait. Donc résultat, cette opportunité-là, tu la perds. Ça peut résulter d'un plafond de verre au niveau des revenus. Dans ton cerveau, il y a une limite invisible qui fait que tu ne peux pas gagner plus d'argent, tu ne peux pas aller plus loin. L'autre illustration aussi que je vois dans la réalité, c'est tu as un plafond de verre concernant les revenus. Lorsque tu vois ton salaire augmenter sans cesse, donc on te donne la promotion, tu acceptes les hauts revenus, mais à la fin du mois, il y a toujours le même montant sur ton compte en banque. Tu ne t'enrichis pas. Tu vois pas où passe ton argent, mais concrètement, c'est toujours la même chose. Donc, on est face à un plafond de verre concernant les revenus. Après, on a le plafond de verre sur le patrimoine. Parce que revenu, salaire, c'est à différencier du patrimoine, les biens immobiliers ou les biens investis que tu as sur différents marchés. Concernant le patrimoine, moi, je considère que tu as un plafond de verre quand ton patrimoine ne grossit pas. Tu peux te questionner si avec le temps, tu réalises que tu travailles, tous les mois, tu as de l'argent, tu perçois un salaire, tu perçois des revenus, mais tu n'épargnes pas assez ou tu n'investis pas assez, ton patrimoine ne grossit pas. Tu as aussi donc un plafond de verre sur le patrimoine quand tu enchaînes les mauvais investissements. Ça, c'est aussi un truc auquel on ne pense pas. Tous les mois, tu fais attention, tu mets de l'argent de côté, mais quand tu te lances dans les investissements, sans cesse, tu mises sur le mauvais cheval. Inconsciemment, il y a une barrière de patrimoine que tu n'arrives pas à franchir. Et en fait, c'est hyper important de comprendre que les choix que tu fais ne sont jamais faits par hasard. L'investissement que tu réalises à la date et la date à laquelle tu le réalises, ça en dit long sur la psychologie, les croyances que tu as et le fonctionnement que tu as, pour un peu que tu prennes le temps de les analyser.
Le troisième plafond de verre que moi j'identifie, c'est un plafond de verre au niveau de la réussite. A priori, on peut se demander quel est le rapport entre réussite, argent et patrimoine. Moi, le lien que je fais, c'est que en fait, la réussite impacte le patrimoine et ton argent, en fait, tes revenus. Euh, et en fait, c'est un vrai mécanisme d'auto-sabotage qui est très puissant parce que, en fait, comme il va impacter les deux autres plafonds, tu peux te retrouver à te concentrer sur les autres plafonds et ne pas travailler le plafond de verre de la réussite alors qu'il est tout aussi important, qu'il est tout aussi important. Donc, comment est-ce qu'on peut analyser un plafond de verre sur la réussite? C'est lorsque tu te lances dans un projet entrepreneurial, par exemple, mais tu n'en parles à personne. Tu veux rater en fait. Tu veux littéralement rater. Tu t'autorises à être dans l'action. Par contre, attention, il faut pas être trop dans la lumière. Attention, il faut pas que ça marche trop bien. Attention, il faut pas qu'on te voit trop. Attention, il ne faut pas que tu prennes trop de place. En fait, quand tu fais ça, tu t'auto-sabotes. Tu es en train de te détruire de manière inconsciente et tu es en train de détruire de manière inconsciente tes projets. Et bien évidemment, ça va impacter et tes revenus et ton patrimoine. Je vais te donner un exemple assez simple de l'auto-sabotage au niveau de la réussite. Maintenant, moi, je me suis lancée dans des événements physiques. Ça a toujours été quelque chose de hyper impressionnant pour moi de voir les gens en vrai, de parler devant une caméra, d'être à l'aise. J'avais beaucoup de mal avec mon image, à être à l'aise en fait avec moi-même. Et donc en fait après je me suis dit allez, on passe sur YouTube, mais en même temps, on va au réel. Donc, j'ai créé des événements pour pouvoir rencontrer des gens dans la vraie vie. Tu te doutes que j'ai une communauté de maintenant 9000 personnes qui sont abonnées à mes différents comptes. Je n'ai pas allé nulle part. J'ai lancé l'événement sur Eventbrite et j'en ai parlé absolument nulle part. Et c'est très conscient. Je sais que pour moi, la réussite est un vrai frein. J'ai tendance à beaucoup m'auto-saboter. Et en fait, c'est quelque chose que j'ai décidé de découper par étapes. Parce que les rencontres en vrai, je vais les faire plusieurs fois par an. Donc je me suis dit, je vais d'abord passer à l'action. Je vais d'abord lancer l'invitation. Tant pis s'il n'y a personne. Le but, c'est de prendre l'habitude de le faire. Et après, petit à petit, le challenge, ça sera de communiquer autour de cette invitation, de ces invitations, communiquer autour de ces événements. Donc vraiment, faut faire attention au plafond de verre de la réussite qui est hyper important. Donc, maintenant que l'on a analysé les différents plafonds de verre, maintenant on va identifier comment savoir que l'on est victime d'un plafond de verre. Parce que, en fait, la plupart du temps, c'est des mécanismes qui se passent de manière inconsciente. On n'en est pas conscient. Donc, comment identifier que tu es victime d'un plafond de verre? Tu peux commencer par analyser, en fait, ton comportement, tes paroles, tes pensées et surtout les choses qui t'irritent. Le comportement que tu as avec toi-même lorsque tu es tout seul. Tu as un plafond de verre quand, par exemple, tu dis à propos de tes finances, je gagne bien ma vie, j'ai assez d'argent comme ça et je n'en veux pas plus. Littéralement, c'est quelque chose que je disais tout le temps. Ça y est, moi, j'ai eu ce que je voulais, je me suis battue, j'ai atteint mes objectifs. C'est un plafond de verre. Qui a décrété que ça s'arrêtait là, en fait? Qui a décrété que tu ne pouvais pas aller plus haut? Le deuxième plafond de verre, c'est quand tu dis, je refuse de travailler plus pour gagner plus. C'est bien sûr que c'est une croyance limitante. Tu peux gagner plus sans travailler plus, tout en travaillant mieux, et tu auras plus. Parfois même, tu peux gagner plus sans absolument rien faire de plus. Sans même travailler mieux, sans même travailler plus ou mieux ou voilà, parfois tu peux juste gagner plus sans rien faire d'autre. Et en fait, c'est hyper important d'être conscient qu'il y a ces différentes options-là parce que en fait, c'est là que tu te rends compte que en fait, le montant que tu reçois, l'argent que tu reçois sur ton compte, c'est toi qui as décidé de le limiter tout seul. Oui, oui, ça me parle beaucoup parce que c'était vraiment des choses que j'ai fait régulièrement. Donc, il faut commencer à analyser ton comportement, les croyances que tu as, comment est-ce que tu te comportes. Et en fait, il faut aussi analyser le comportement de ton entourage. Parce que c'est jamais un hasard si toi, tu as des croyances limitantes. Comment est composé ton entourage? Comment communiquent tes proches? Comment communique ta famille, tes amis, tes collègues?
Par exemple, on va prendre l'exemple des évolutions. Si au travail, on te dit, oh, les chefs, ils sont embêtants, les patrons, ils sont toujours désagréables, ils sont là à nous donner des ordres à chaque fois, eh ben, toi, inconsciemment, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? Tu ne vas pas vouloir être patron. Tu ne vas pas vouloir être chef. Parce que être chef et être patron, ben, ça veut dire être embêtant. Et d'où vient cette idée-là? Ben, ça vient des collègues que tu côtoies. Tu comprends que si jamais tu deviens patron, tu perdras le soutien de tes collègues, potentiellement tu passeras de l'autre côté, et est-ce que c'est un prix que tu es prêt à payer? Bah, pas tout le monde n'est prêt à payer ce prix-là pour pouvoir réussir et atteindre ses objectifs. Donc ensuite, ça c'est par exemple l'exemple des collègues. On va prendre l'exemple des amis. Si tes amis critiquent les riches, ils vont peut-être te dire que oh là là, les riches, vraiment, ils sont prétentieux, ils sont cupides. Ta famille, surtout si elle a des origines modestes, elle te fera peut-être ressentir que si jamais tu gagnes beaucoup plus d'argent, tu vas changer. Et là, en fait, les études scientifiques parlent de loyauté familiale. Il y a même des études suédoises qui ont montré que sur une échelle de vie, les revenus d'une fratrie sont globalement proches. Et ils sont, en fait, dans la même fratrie, vous vous influencez. Et en fait, c'est souvent directement lié à l'origine sociale des parents. Donc tu comprends que si jamais tu veux aller plus haut, si tu veux aller plus haut, si tu veux te dépasser, tu veux en fait augmenter tes finances, il va falloir que tu analyses ta loyauté envers ta fratrie, ta loyauté envers ta famille. Et en fait, c'est de te demander, si tu viens de la classe populaire, c'est d'être conscient que si tu ne fais aucun effort particulier, tu resteras dans une classe populaire, dont tu resteras dans la classe moyenne ou la classe populaire dont tu es originaire en fait. Et que si jamais tu fais l'effort d'avancer, de changer de CSP, de catégorie socio-professionnelle, si tu ne changes pas ton entourage ou si tu ne mets pas des limites, tu ne prends pas des distances, en fait, tu vas te retrouver dans un conflit de loyauté. Est-ce que tu restes proche des gens avec qui tu as évolué ou est-ce que tu t'en sépares? Tu changes en fait tout simplement. Donc voilà, c'est tous ces éléments-là qui créent les plafonds de verre, c'est ces éléments-là qui nourrissent les plafonds de verre et c'est en fait ces éléments-là à analyser, à étudier pour pouvoir être sûr et certain que tu es sur la bonne voie pour pouvoir détruire ces plafonds de verre. Donc là, maintenant, on a analysé les différents plafonds de verre. On a analysé aussi comment les identifier, comment en fait cela se met en place. Maintenant, la deuxième partie que je te propose, c'est de t'expliquer comment on brise un plafond de verre. Parce que oui, c'est très difficile de briser des plafonds de verre et des croyances limitantes, mais c'est possible. Tu vas pas tous les briser d'un coup, tu vas pas tous les briser en 5 secondes, mais c'est carrément possible de les briser. Donc moi, je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai brisé mes plafonds de verre pour pouvoir aussi t'aider à voir comment tu peux l'implémenter dans ta vie personnelle. Déjà, pour briser un plafond de verre, tu vois, je vais commencer par te poser une question. D'après toi, que se passerait-il du jour au lendemain si jamais tu devenais très visible? Si on te voyait partout, on n'entendait que toi. Si dans ton travail, on ne parlait que de toi. Ton nom était sur toutes les lèvres pour avoir une promotion. Qu'est-ce qui se passerait dans ta tête en fait? Si jamais tu es entrepreneur, tu avais des clients dans tous les sens, dans tous les sens, dans tous les sens pour pouvoir acheter tes produits. Comment est-ce que tu gérerais ça? Eh ben, tu te rends compte que c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec ça en fait. C'est pas tout le monde qui est à l'aise avec cette idée que il y a mon nom sur toutes les lèvres, il y a des clients qui se battent pour pouvoir avoir mes produits. Est-ce que tu as intérêt, toi, à ne pas être populaire? C'est une question. Et en fait, c'est vraiment de partir de ce sujet-là, c'est-à-dire que moi, c'est vraiment comme ça que j'ai identifié mes plafonds de verre et mes croyances limitantes. Est-ce que je n'avais pas intérêt à toujours jouer petit? Est-ce que je n'avais pas intérêt à toujours jouer dans la cour des petits et à ne pas me confronter au vrai game? C'est une vraie question. Et en fait, il ne s'agit pas de se dire que les plafonds de verre n'existent pas. Il s'agit de se dire qu'ils sont là, ils se manifestent de manière inconsciente, mais en fait, ils sont là parce que ça t'arrange quelque part. Et il y a aussi la question que
Si jamais tu avais beaucoup de succès, beaucoup d'argent, beaucoup de clients, une promotion hyper impressionnante, est-ce que par exemple ta mère ne serait pas anxieuse par rapport au fait que potentiellement tu peux changer? Elle n'aurait pas peur de perdre sa fille? Ta femme n'aurait pas peur de perdre son mari? Ton conjoint ne serait peut-être pas jaloux parce qu'il se sentirait en compétition? Et toi, est-ce que tu ne ferais pas mal parce que tout d'un coup, tu ressentirais le syndrome de l'imposteur, que tout le monde réalise que en fait, tu leur as menti, tu n'es pas compétente? Voilà, c'est ça le plafond de verre. C'est de se dire que en fait, le plafond de verre, il n'est pas là par hasard. Les mécanismes d'autosabotage ne sont pas là sur un malentendu. Ils se réalisent de manière inconsciente, mais quelque part, ça t'arrange en fait. Quelque part, il y a quelque chose dans la situation dans laquelle tu es qui est à l'aise, qui te met à l'aise. Donc, comment on fait pour briser ça? Ce qui est important de comprendre, c'est de se dire que si il y a une de ces idées qui t'est venue en tête quelque part, c'est que le plafond de verre t'arrange en fait, ça t'arrange d'être moins visible. Une partie de toi a besoin de rester dans l'ombre. Ce qui est important de comprendre, c'est que en fait, si le problème vient potentiellement des autres, tu peux prendre du temps pour noter ce que les autres pourraient se dire face à ton succès et analyser à quel point ce que eux ils se disent, ce que eux pensent de toi, ça a de l'importance pour toi en fait. Peut-être que pour toi ça a de l'importance à l'instant T, mais que si tu veux avancer et évoluer, c'est d'essayer de mettre en place des mécanismes pour réduire cette importance. On trouve toujours dans notre histoire personnelle et familiale des éléments qui expliquent nos comportements et nos croyances. Prendre du temps pour analyser pourquoi tu penses comme ça et éventuellement pourquoi ton entourage pense comme ça peut t'aider en fait à mettre en place des mécanismes pour inverser la tendance. Donc du coup, vraiment, c'est de se dire que comment est-ce qu'on brise un plafond de verre? On se pose des questions. Qui est-ce que ça arrange? Est-ce que ça arrange moi? Est-ce que ça arrange mes amis? Est-ce que ça arrange ma famille? Vraiment, on se pose cette question. Après, on accepte aussi que, en fait, si ça nous arrange, c'est pour une certaine raison. C'est parce qu'il y a un écosystème qui fonctionne comme ça et que maintenant, si on veut changer cet écosystème, on doit mettre en place des actions autres, en fait. On doit faire des choses différentes. Donc voilà, maintenant on va partir à la partie 3. Comment est-ce qu'on réalise que l'on a brisé un plafond de verre? Tout d'abord, là, dans cette partie, moi, je vais te présenter comment moi j'ai brisé mes plafonds de verre et mes mécanismes d'auto-sabotage. Je ne les ai pas tous brisés d'un coup, il y en a encore beaucoup que j'ai, mais ce qui est génial avec ce podcast, c'est que si tu me suis depuis le début et que maintenant tu es sur YouTube et tu me regardes, c'est la différence, elle est fulgurante, elle est vraiment flagrante. Et c'est ça, je suis la manifestation de ce que je te raconte. C'est pas inventé. J'avais très peur de la caméra. Maintenant, je suis plutôt à l'aise devant une caméra. J'avais très peur de pouvoir parler en direct. J'ai toujours une partie qui est scriptée, mais maintenant, je suis assez à l'aise pour pouvoir prendre le contrôle sur ce que j'ai à dire. Et en fait, comment est-ce que j'ai fait pour pouvoir les briser les uns après les autres? Voici le déroulé pas à pas. La première chose que j'ai fait, c'est que j'ai observé mon comportement. J'ai observé en fait que j'étais pas à l'aise sur un sujet. Et c'est ok. C'est hyper important de le reconnaître, d'en être consciente et de se dire c'est ok, de le noter. Donc moi, j'ai créé un cahier spécial auto-sabotage Vanessa. Donc, j'ai observé les comportements que j'avais d'auto-sabotage, les plafonds de verre que j'avais et je les ai notés les uns après les autres. Et à chaque fois, je me suis posé la question de est-ce que je suis prête à passer à une prochaine étape? Est-ce que je suis prête à dépasser cette étape? Parce que, par exemple, pendant longtemps, j'avais des problématiques avec l'image de moi, mon image de moi. Est-ce que je suis prête à dépasser cette étape-là? Pendant longtemps, non, en fait. Mais après, je me suis rendu compte que si je voulais croître, si je voulais augmenter ma communauté, si je voulais avoir plus d'interactions, si je voulais être plus proche d'elle, eh bien, c'est simple, il faudrait que je passe l'étape du visuel parce que on a besoin de se voir. Moi, j'ai besoin de voir les gens ont besoin de me voir. Et en fait, d'être toujours caché derrière des avatars, eh ben, c'est pas une bonne chose. Donc, en fait, je me suis dit, est-ce que je suis prête à passer cette étape-là? La réponse était oui. Et en fait, c'est simple, il n'y a qu'une manière de briser un auto-sabotage. C'est que cette problématique, ce comportement déviant, cette croyance limitante devienne une obsession. Ça doit devenir ta priorité. Tu ne dois penser qu'à ça, en fait. Enfin, pour ma part, c'est comme ça que j'ai réglé le truc. C'est-à-dire que c'est devenu une priorité. Je me suis
focalisée dessus, je ne pensais qu'à ça. Donc j'ai lu énormément de documents sur le sujet, j'ai mis en place beaucoup d'exercices et à chaque fois je suis passée à l'action. J'ai essayé un truc, ça a marché ou pas, j'ai essayé une autre chose encore et encore et encore jusqu'à ce que je réalise que le problème que j'avais n'en était plus et que j'avais réussi à le surmonter. En fait, c'est vraiment comme ça que moi j'ai réglé mes mécanismes d'autosabotage où j'ai vaincu mes plafonds de verre. Mais à partir du moment où tu es dans une démarche où tu veux faire changer les choses, tu veux avoir plus, tu veux pouvoir aller plus loin, c'est de se dire que on va ouvrir un petit peu ses esprits, on va essayer d'augmenter ses revenus en utilisant la méthode comme je t'ai dit, c'est-à-dire d'en faire une obsession, de postuler, de regarder le salaire que tu veux, en net, en brut, d'aller voir tous les gens qui sont dans cette même démarche-là, de bien t'entourer. Et en fait, il n'y a pas de raison que cette croyance limitante-là ne soit pas brisée très rapidement. Donc voilà. Ensuite, ça, c'est une manifestation interne de que tu es en train de briser une croyance limitante. Mais il y a des manifestations aussi externes. Et ça, en fait, c'est la chose la plus importante. C'est la chose la plus visible. Quand tu as brisé des croyances limitantes, c'est simple, tu fais des choix qui sont différents. En fait, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu as vraiment changé. Comme tu n'as plus les mêmes croyances, tu n'es plus exactement la même personne. Et c'est pour ça que ton entourage va souvent te dire, ah, t'as changé, t'es différente. Oui, tu es vraiment différente. Parce qu'en fait, les croyances que tu avais avant ne sont plus les mêmes, tout simplement. Donc, en fait, les manifestations externes sont que tu feras des choix différents. Tu oseras postuler pour ce poste avec ce salaire qui te donne envie. Tu iras voir des coachs en renégociation salariale. C'est aussi une possibilité. Tu te feras accompagner par des experts en immobilier si tu veux investir. En fait, tu vas mettre en place toutes les actions de ton côté qui vont faire que, en fait, cela ne peut pas ne pas marcher. Cela ne peut que marcher. Si tu es suffisamment résilient, persistant sur le long terme, en fait, tu as changé. Tu n'as plus les mêmes croyances, tu n'as plus les mêmes comportements, donc forcément les résultats que tu auras seront différents. Voilà, on arrive à la conclusion de cet épisode et en fait, j'aimerais donc te dire en guise de conclusion que les croyances limitantes et les plafonds de verre les croyances limitantes et les plafonds de verre financiers et les mécanismes d'auto-sabotage sont avant tout des choses que nous avons dans la tête et qui peuvent se travailler au fur et à mesure. Si tu souhaites démarrer le travail sur la relation que tu entretiens avec l'argent, j'ai écrit un e-book qui est gratuit et que tu pourras retrouver dans la description de cet épisode. Ce e-book est offert. Il va permettre de t'aider en fait à travailler très rapidement sur la relation que tu entretiens avec l'argent. Tu vas faire un rapide état des lieux. Qu'est-ce que tu as, quels sont tes revenus, comment est-ce que ta famille réfléchissait vis-à-vis de l'épargne, comment est-ce que ta famille réfléchissait vis-à-vis de l'investissement. C'est vraiment en fait un document que j'ai créé pour t'aider à travailler sur ta relation vis-à-vis de l'argent et tes croyances limitantes. Ce e-book, en fait, est régulièrement mis à jour. Là, pour l'instant, on est toujours sur la version 1 et je vais travailler sur la version 2 pour pouvoir l'améliorer et il sera toujours offert. Il faut savoir aussi que j'ai mis en place des ateliers de coaching maintenant avec lesquels, en fait, on utilise ce e-book comme base. On répond aux questions ensemble. On va travailler aussi sur tes valeurs, sur tes projets. Donc, du coup, comme tu peux le remarquer, les choses changent pour Vanessa Money Mindset. Maintenant, j'ai des ateliers coaching qui sont disponibles dans ma bio. Ça peut être des coachings personnalisés, ça peut être des coachings groupés. Donc, si vraiment tu te sens perdu dans tes finances, tu ne sais pas comment t'en sortir et que tu as besoin d'aide, il ne faut pas du tout hésiter à venir me consulter et me solliciter pour ça. J'ai créé toute une offre pour pouvoir t'aider à level up sur tes finances. Si tu as aimé cet épisode, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur les plateformes de diffusion. N'hésite pas à venir me regarder sur YouTube. Oh là là, je sautille. N'hésite pas à venir me regarder sur YouTube, à me dire aussi ton feedback. Est-ce que tu trouves que j'ai trop d'énergie? Est-ce que tu trouves que je devrais ralentir le rythme? À me donner des conseils parce que en tant que solopreneur, je suis assez seule. Je me regarde, j'essaye de m'améliorer, mais pour moi, la meilleure
personne qui est placée pour me donner des conseils, c'est toi, parce que tu regardes mon travail, tu le consommes, tu consommes mon contenu. Donc, dis-moi tout en commentaire sur les plateformes de diffusion, sur les vidéos YouTube ou même sur Instagram. Faut venir me voir sur Instagram. Je partage beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses avec ma communauté. J'ai envie vraiment qu'on soit proche, qu'on se parle. J'ai pas envie d'être une influenceuse très, très lointaine. Donc, viens me faire des petits coucous. Voilà, je te fais plein de bisous. N'oublie pas d'être toi-même parce que les autres sont déjà pris. Ciao!